Comme promis, tout au cours de cette matinée en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris, dans le cadre de cette journée consacrée à la mise en œuvre de la démarche prospective menée dans l'enseignement catholique, des tables rondes, deux sur le thème de l'éducation et pédagogie, une sur le thème de l'inclusion et la troisième sur le modèle économique se succéderont pendant cette soirée. Nous allons commencer par la première, assez logiquement, celle sur l'éducation et pédagogie en présence de Véronique Garzinska, professeure de sciences éco et sociales au lycée La Rochefoucauld à Paris, et de Marie-Christine Gérinolo, enseignante à l'école Chabrian-Saint-Jean-Baptiste à Allan, dans la Drôme, et Clara Durand, directrice de deux écoles, et oui, école Saint-Maurice au Marche en Savoie et école Bellecour à Chapareillon en Isère. Ces trois personnes sont là bien évidemment parce que elles ont mis en œuvre, commencé à mise en œuvre, eu des idées qu'elles ont mises en œuvre précisément, des projets qui ont suivi leur cours. Ce sont des parcours, là encore. On va commencer par le parcours déclic. C'est ce déclic que vous avez eu, Véronique Garzinska. Peut-être un mot d'abord de votre personne, de votre parcours dans l'enseignement catholique. Alors, je suis professeure de sciences économiques et sociales, donc un parcours relativement classique, hein, les concours, la salle de classe tous les jours avec un grand plaisir. Et puis, mon déclic à moi a été provoqué, comme souvent, par les élèves qui m'ont révélé un petit peu à mon insu leur créativité. Alors que je les avais mis dans une démarche de projet qui avait du sens pour eux. Et je me suis dit que je passais à côté d'une compétence qu'il fallait que je développe. Du coup, je me suis rapprochée d'un laboratoire de recherche en psychologie comportementale, un laboratoire de recherche de l'Université de Descartes qui travaille sur la créativité pour un peu mieux comprendre les ressorts de cette créativité, quel était le processus créatif et comment je pouvais le développer chez moi déjà et chez mes élèves. Le deuxième déclic a été aussi, je suis face souvent à des élèves donc de lycée, entre en gros 15 et 18 ans, qui sont souvent anxieux aujourd'hui. Un professeur de sciences économiques et sociales, je leur dépeins pas toujours une société rose bonbon. Et je me suis dit que moi, en tant qu'adulte, mon rôle était aussi de leur montrer qu'ils étaient acteurs de leur avenir. Ils pouvaient changer le monde un petit peu à leur niveau. Ils ont compris tout de suite ? Pardon ? Ils ont compris tout de suite ? Ils ont compris, il a fallu les mettre dans une démarche, une démarche créative. Alors pour ça, j'ai eu un peu moi-même le déclic et je me suis dit comment mettre en œuvre, comment atteindre ces deux objectifs. Et pour ça, j'ai conçu une pédagogie un petit peu en trois étapes. Une première étape, c'est une étape d'inspiration. D'inspiration avec des vidéos d'hommes et de femmes qui ont changé le monde à leur échelle pour répondre à un problème économique, social, environnemental. Exemple, un Suédois qui a créé des lunettes universelles où on peut changer les focales et il y a plus d'1 milliard d'habitants dans le monde qui n'ont pas accès à l'ophtalmo, à l'opticien, et avec ces lunettes, ils peuvent retrouver la vue. Autre exemple, une personne qui a créé une association qui utilise des rickshaws pour emmener en balade des personnes dans des maisons de retraite. Donc vous voyez, ça ne demande pas des grandes innovations technologiques forcément, c'est pour répondre à un problème qui les touche, trouver une solution innovante. La deuxième étape, c'est un travail de groupe, d'intelligence collective, où les élèves réfléchissent dans un premier temps à une problématique et ils voient qu'ils ont des représentations différentes. Et là, ça permet de travailler un petit peu l'empathie. On écoute les autres, on se met à la place de l'autre et on voit qu'il n'y a pas forcément, et ça c'est différent des cours habituels, il n'y a pas une bonne réponse. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Et après ce travail de réflexion, d'intelligence collective pour faire le tour d'une problématique, eh bien, ils sont vraiment dans une démarche créative face à un problème qui me touche, moi, personnellement, quelle solution innovante pourrait-on mettre en œuvre
hein, concrètement, aujourd'hui, au lycée, dans ma vie, ou dans mon quartier. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu une pédagogie, je disais, en 3 étapes, mais aussi qui touche le cœur, la tête et le corps. Le cœur parce que, eh bien, les élèves, ils sont créatifs et ils sont hyper partants à partir du moment où on fait appel à leurs émotions, à ce qui les touche. Et moi, je crois profondément que les émotions sont essentielles dans l'apprentissage, dans le processus d'apprentissage. La tête, ensuite, parce que, eh bien, il va falloir voilà, mettre en œuvre la collaboration, l'intelligence collective, et l'intelligence collective est extrêmement puissante à travers ce travail en groupe. Et ensuite le corps, parce que il faut agir, il faut mettre en œuvre, il ne faut pas rester juste dans l'émotion, la réflexion, il faut agir. Comment est-ce que vous organisez les choses? Parce qu'à vous écouter, on a l'impression que vous faites des heures supplémentaires à côté de cours classiques, ceux-là que vous continuez bien évidemment à donner. Ça s'insère en fait dans les cours classiques. Dans mes cours de sciences économiques et sociales, je fais aussi de l'EMC, dans l'enseignement moral et civique, où j'utilise cette pédagogie. Et donc, c'est plutôt, je dirais que c'est transférable dans tous les programmes, à tous les niveaux. C'est une autre façon d'aborder une thématique du programme. Une autre, mais complémentaire. Complémentaire, oui, mais je ne dirais pas que ça vient en plus. Évidemment, je ne vais pas vous dire que ça ne demande pas de travail, parce que il faut le mettre en œuvre, mais ce n'est pas en plus. Ce n'est pas quelque chose qui vient se surajouter. C'est vraiment au cœur, moi c'est devenu au cœur de ma pédagogie, et moi j'ai beaucoup de collègues qui l'ont mis en œuvre. Alors c'est pas forcément, c'est un changement de posture, hein. Donc il y a quelques freins au départ, forcément. On se met en insécurité, en incertitude, puisque on ne sait pas ce que vont trouver les élèves, on ne sait pas où vont aller les élèves. On met en place un processus très rigoureux de créativité qui fait appel à la pensée divergente, où il faut chercher le maximum d'idées possibles. Il ne faut pas s'auto-censurer, il ne faut pas se censurer les autres. Et ça, c'est une compétence très importante de pas tout de suite dire « mais non, c'est pas possible » ou « non, c'est trop compliqué ». Je rebondis sur les idées des autres. Et puis, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Et moi, j'avais envie de vous parler de l'accueil que vous aviez réservé, parce que vous parlez de collègues qui, d'une certaine manière, vous ont suivi. J'imagine qu'au départ, on a dû vous regarder comme une originale, non? Oui, au départ, ça interroge, et puis on regarde, et puis on s'aperçoit que, eh bien, je prends du plaisir à enseigner, que les élèves prennent du plaisir à expérimenter cette pédagogie, ça interroge, et petit à petit, des collègues s'en saisissent. Le prof de maths, le prof d'anglais peuvent se saisir de déclic, parce qu'il faut quand même rappeler que, on utilise le mot depuis le début de cet échange, mais déclic, c'est le nom que vous avez donné à ce projet. À ce programme pédagogique, oui. Alors, effectivement, moi, j'ai conçu un kit pédagogique dont les enseignants peuvent se saisir. Donc, c'est une démarche assez rigoureuse avec des outils. Hein. Mais comme tout enseignant, on s'approprie les choses. Et en fonction de ses élèves, de sa matière, de ses objectifs pédagogiques, on peut adapter le programme Déclic, adapter cet outil, cette démarche rigoureuse. Mais moi, ce qui me semble essentiel, c'est de donner aux jeunes l'envie d'agir, de leur donner confiance en leur capacité à agir et de développer ces compétences psychosociales que sont la créativité, la confiance en soi, la collaboration, l'autonomie, et qui sont pour moi vraiment essentiel dans mon métier, en fait. C'est des classes de combien d'élèves? Entre 30 et 36. Et tous jouent le jeu? Tous jouent le jeu parce qu'à partir du moment où vous mettez les élèves dans des groupes que je constitue moi-même, des groupes hétérogènes, eh bien, ils sont moins dans une démarche de passagers clandestins qui peut être beaucoup plus facile dans une classe entière où on aime bien jouer. Il y a des élèves qui aiment bien jouer l'élève invisible ou qui ont peur de participer. Là, en groupe de 4, ils participent. Et puis, à partir du moment où c'est quelque chose qui les touche, ils choisissent aussi le défi à relever.
eh bien, ils s'engagent. Et moi, j'ai vraiment envie de développer chez les jeunes la confiance dans leur capacité à vraiment avoir un impact sur leur avenir, sur leur orientation et aussi sur le monde qui les entoure. Je pense que développer la relation aux autres est aussi essentiel. Et à travers ce travail d'équipe et à travers les projets dans lesquels ils s'engagent, cette relation aux autres est vraiment centrale. Est-ce que c'est comme pour les boîtes de jeux, c'est à partir de tel âge, selon vous? Non. Non. Moi, j'ai des collègues qui l'ont développé en collège, largement, et on peut tout à fait le développer en primaire. Vous avez d'autres idées pour, j'allais dire, améliorer encore la formule? Ou est-ce que dans l'État, elle pourrait servir, j'allais dire, d'étalon pour des formules du même type, mais ailleurs? On peut le décliner. Je dirais que c'est en fait un kit vraiment à s'approprier, comme je disais tout à l'heure, en fonction de ses élèves. Et je pense que chaque enseignant peut apporter sa touche, sa créativité aussi. Mais il y a beaucoup de... Je pense à la fresque du climat que vous devez connaître, oui, qui est une pédagogie qui s'approche aussi à travers le travail en groupe, l'intelligence collective, le fait que ça touche, on est sensibilisé aux problèmes de dérèglement climatique, et cette compréhension à travers les cartes du rapport du GIEC, elle participe aussi un petit peu de cette même pédagogie. Donc je pense que la transférabilité, elle est très grande. C'est l'idée, en fait, l'idée centrale, c'est de mettre en œuvre la créativité de nos élèves qui est très très grande, et en fait c'est une forme d'intelligence qui est trop peu, à mon avis, mise en œuvre. Et la créativité, c'est pas réservé à l'art plastique du tout. La créativité, c'est sortir du cadre. Et puis, leur donner confiance. Vraiment, pour moi, il y a deux leviers, la confiance et la créativité, et un objectif, c'est être relié aux autres et s'engager. Je regardais avec attention les réactions des deux autres personnes qui sont autour de cette table. Je ne vais pas dire qu'elles buvaient vos paroles, mais elles me semblaient extrêmement d'accord avec beaucoup de choses que vous disiez, et notamment sur la créativité. Je me trompe pas, Marie-Christine, Clara. Les mots font écho, en fait. Allez-y, commencez. C'est ça. Je dis les mots Clara. Font écho, alors que vous êtes quand même au lycée et que nous, on parle du premier degré. Et on voit que même avec des différences d'âge, les mots-clés en fait, que vous mettez en avant, enfin, confiance, autonomie, créativité, c'est ce qu'on vit aussi au quotidien dans nos établissements. Donc c'est vrai qu'il voilà, y a eu des regards qui ont fait que sur certains mots, voilà. Marie-Christine, un mot? Bah oui, ça parle même au niveau, enfin, la mise en place avec la tête, le cœur, le corps, l'espace d'apprentissage et la créativité. Encore une fois, on est dedans, quoi. Enfin, je vous ai demandé de réagir avant même de vous présenter un petit peu plus à ceux qui nous regardent. Christine, Clara, on était un duo et maintenant on est une équipe. Expliquez-nous un tout petit peu pourquoi, d'où vous venez, votre parcours et puis ce que vous avez fait ensemble et qui est la raison pour laquelle vous êtes ici autour de cette table. Clara. Tu commences. Donc moi, Clara Durand, donc je suis dans l'enseignement catholique depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai d'abord fait des années de remplacement qui pour moi étaient très importantes puisque ça a permis en fait j'ai fait plusieurs établissements, d'acquérir en fait des expériences, de découvrir de nouveaux projets aussi à chaque fois. Et puis ensuite, j'ai accepté une mission de chef d'établissement dans la Drôme, donc sur la commune d'Allan. Et c'est là que j'ai rencontré Marie-Christine et qu'on a justement développé le projet qu'on va vous présenter, mais je la laisse se présenter avant. Allez-y, Marie-Christine. Bon, alors moi, c'est Marie-Christine Girinolo, donc je suis en fin de carrière, en fait, et oui. Et donc, mais ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui parce que voilà, j'ai envie aussi de faire passer des choses pour la suite, pour l'école de demain. Et donc j'étais enseignante à Paris à l'ENC, on dit, dans le 15e, pendant de longues années. J'ai toujours été en fait dans la recherche des pistes pédagogiques pour enseigner autrement, pour
récupérer les enfants qui ne se sentaient pas forcément à l'aise, parce qu'il y a un flot d'élèves qui, voilà, ça roule. Et puis, il y a les autres, quoi. Et je pense aussi j'ai été marquée par une parole de mon frère qui, adulte, et ça a rebondi avec ce que j'avais ressenti. Il m'a dit, en fait, c'est pas que je n'ai pas aimé l'école, c'est l'école qui ne m'a pas aimée. Ouf, j'ai dit, voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça vient de là. Et donc, après, j'ai fait la formation d'enseignante spécialisée. Donc, j'étais sur Sainte-Geneviève-du-Marais, en regroupement d'adaptation. Et après, j'ai ouvert un regroupement d'adaptation sur l'école Saint-Marcel. Et puis après, j'ai demandé ma mutation pour la Drôme. Je l'ai eu en ayant un poste d'enseignante référente. Donc ça, c'était une parenthèse, une expérience sur 2 ans. Et après, j'ai demandé de reprendre une classe. Et je suis arrivée à l'école, donc à l'époque une petite école seulement, Saint-Jean-Baptiste, avec 2 classes et un jardin d'enfants. J'ai fait une première année où je découvrais la classe multiniveau, parce que ayant enseigné à Paris, voilà, j'avais plutôt un seul niveau. Et puis je me suis dit, tiens, c'est une petite école, c'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai récolté, voilà, j'ai envie de le mettre en place. Et est arrivée l'année d'après Clara, on avait voilà, la même, on était sur la même longueur d'onde, et en plus de ça, elle avait une énergie, comment dire, je trouve pas le mot, de l'action, quoi. Donc on a envie de faire bouger les choses. Voilà, donc on est allé, quoi. Oui. Et ça débouche sur quoi, alors ce projet? Donc, quand on s'est rencontrés, parce que c'est vraiment une rencontre, hein, oui, une rencontre pédagogique, et puis après une rencontre, enfin voilà, amicale aussi. La question, en fait, c'était que sur l'école, il y avait 2 classes et un jardin d'enfants. Le jardin d'enfants était géré par la PMI. Donc, ils ne s'inscrivaient pas, les enfants n'étaient pas dans un cycle encore de maternelle. Donc, ces enfants-là étaient voilà, en jardin d'enfants, et ils commençaient vraiment l'école, alors en grande section d'abord, puis après en moyenne section. Donc, on voulait redonner en fait cette place de maternelle en voulant ouvrir une 3e classe. Vraiment qu'on ait 3 classes. Et en fait, ces 3 classes nous permettaient aussi de nous stabiliser aussi au niveau des effectifs, d'avoir moins de coûts salariales aussi au niveau du jardin d'enfants. Donc notre objectif, c'est tout d'ouvrir 3 classes. Quand c'est arrivé, en fait, cette 3e classe, donc une de nos collègues est arrivée, et puis nous, avec Marie-Christine, comme on avait déjà cheminé, on s'est dit, quelle impulsion en fait on veut donner à ces 3 classes, qu'est-ce qu'on a envie en fait de faire, comment en fait on veut trouver une pédagogie qui est en adéquation avec les enfants qu'on a, les élèves qu'on a, avec nos valeurs aussi justement d'avoir envie de changer. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? On a posé sur table en disant voilà, comment on va pouvoir organiser en fait ces 3 classes pédagogiquement, comment on va pouvoir mettre ça en place. Et la réponse, ça a été? Je te la laisse. Mais en fait, on a déjà, on est parti un peu aussi de tout ce qui est, enfin, les apports des neurosciences, etc. Oui. Et on s'est dit, on peut pas enseigner comme avant en frontal. Enfin, moi, avec l'expérience, ça passait plus. Ras-le-bol de l'école traditionnelle. Voilà, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on avait envie en plus. Voilà, donc il y a problème d'attention, les enfants, voilà, il y avait avancé au niveau de l'attention, au niveau de l'engagement actif, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, on va d'abord organiser l'espace. L'espace, en plus, c'était au moment des nouveaux programmes 2016 en maternelle. Donc, on s'est lancé, et puis c'était important pour une petite école de se lancer vraiment au niveau de la maternelle. Donc, on a créé l'espace, on a bougé les cloisons et on a créé des espaces en lien avec les domaines d'apprentissage. On a travaillé sur la manipulation, en lien avec aussi le besoin de manipuler, de passer par le corps, etc. Et donc, et on est même allé jusqu'à... après, en fait, c'était suivant l'organisation, les effectifs des différents niveaux. On s'est lancé le projet de mettre même les CP avec les maternelles. Donc, en fait, au rez-de-chaussée, on a fait un grand espace d'apprentissage maternelle CP. Bon, j'avais que 6 CP la première année, mais voilà, on s'est lancé et les enfants... et déjà, en plus, le plus aussi, c'était qu'on était co-titulaires.
Et ça, c'était une nouveauté de pouvoir travailler dans la même classe, 2 enseignantes. Et ça j'insiste parce que je pense que dans l'école de demain, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Parce qu'administrativement, en fait, il y avait 2 classes. Donc on s'est dit, voilà, on va faire 2 classes de cycle 1. Et en fait, la logique s'est vite dit que, non, en fait, on va réunir en fait ces 2 classes. C'est vraiment le projet, en fait. C'était réunir administrativement ces 2 classes. Et comme disait Marie-Christine, c'est de faire un espace maternel. Donc là, avec les effectifs, la première année, c'était maternelle CP. Et de vraiment travailler, en fait, ensemble. Donc il y avait un groupe de 46 élèves pour 2 enseignantes et une aide maternelle. Et donc, toute la journée, en fait, on travaillait à 3. Voilà. Et ça a fonctionné? Ça a très bien fonctionné. Vous en avez eu quelle preuve, quelle manifestation? Alors, il y a eu aussi les parents qui ont été inquiets. Oui, très inquiets. J'allais vous en parler. Oui, voilà. Les parents étaient inquiets, après ils ont été rassurés. C'est vrai que ça permettait une flexibilité au niveau, je prenais par moment que les CP. Alors 6 CP, 8 CP, voilà, c'était un grand plus. Les enfants étaient plus autonomes, ils choisissaient, alors, il y avait de temps en temps des moments collectifs, des moments, ils avaient un plan de travail, ils choisissaient leurs activités en fonction de leur évolution, et donc du coup, voilà, ils étaient complètement acteurs, quand on dit acteurs de leurs apprentissages, c'était complètement ça. Quoi. Et justement, par rapport à ça, notre rôle, en fait, il était plus d'enseigner, en fait, dans le traditionnel, mais en fait d'accompagner. Et nous, ce terme-là était important, c'est-à-dire qu'un élève qui rentrait en première année de maternelle, on allait l'accompagner tout au long de sa maternelle. Il avait 3 voire 4 ans avec nous, en fait, pour l'amener à la fin des apprentissages du cycle 1, et on était là pour l'aider, pour l'accompagner, pour suivre en fait ses besoins spécifiques. Faciliter l'approche coopérative, parce que c'est une expression que j'ai lue vous concernant, et concernant votre projet. Ça veut dire quoi pour des enfants de cet âge-là? Au niveau de la coopération, oui. C'est vrai que c'est des enfants, en fait, dans cet espace-là, on avait des enfants de 2 ans, 2 ans et demi, jusqu'à 6 ans, voire même 7 quand il y avait des CP. Donc forcément, nous, notre rôle, c'est pour ça que je dis accompagnant, parce qu'en fait, il y avait des élèves de grande section qui accompagnaient aussi les petites sections dans leurs apprentissages. Ah viens, je vais te montrer un atelier, on va manipuler ensemble. Nous, on était en retrait, entre guillemets, et on n'avait qu'à observer et admirer, en fait, parce que c'est vraiment de l'admiration quand on voit un élève de grande section prendre un atelier de lui-même et dire à l'élève de petite section, je vais te montrer, moi, ce que je sais faire et ce que j'ai appris. Enfin, voilà, donc la coopération, ça peut être sur ça. Puis la coopération aussi dans la vie de tous les jours et l'autonomie. Voilà, je vais t'aider à mettre ton vêtement, je vais te montrer à faire. Et c'est vrai que nous, après, on a beau en avoir 46 et être 3, on se dit, oulala, mais 46 enfants avec 3 élèves, tout ça aussi permet... Avec 3 enseignants. Voilà, 3 adultes, pardon. Tout ça aussi permet de se dire que oui, on est 3 adultes pour 46 élèves, mais toute cette richesse et cette coopération entre eux fait que finalement, notre... Voilà. Est-ce qu'un décloisonnement comme celui-là est envisageable dans des structures plus importantes? Alors j'y pensais, parce qu'après il y avait des moments, donc j'avais que les CP. L'année d'après, j'avais les CPCE1. On a voulu aller plus loin. Notre objectif, c'était après de faire un espace élémentaire. On n'est pas allé au bout. Voilà, pour X raisons, mais j'y pensais parce que je dis en fait, il y a les volontés. Là, on était à 2 à avoir la même volonté et à vouloir bouger dans le même sens. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tenir compte des uns des autres, et donc du coup, il y a des personnes qui voilà, soit qui ont peur, soit qui ont une autre démarche pédagogique, etc. Donc, c'est pas toujours facile de faire bouger tout le monde dans une plus grande structure. Par contre, c'est vrai que quand on arrive, je me posais la question en même temps, quand si on arrive au bout de ce projet, il n'y a jamais de bout parce que ça bouge toujours, mais après, d'autres enseignants peuvent s'inscrire dedans. Par contre, de l'installer tout seul, on ne peut pas. Madame Garzaska, vous avez un mot de commentaire sur ce que vous entendez. Oui, je voulais rebondir sur le fait de quand une grande section va expliquer à un plus petit. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire à tout niveau. En fait, quand on met les élèves sur un travail différent, et ils sont responsables
d'expliquer aux autres. Et là, ils se sentent vraiment très responsables et ils s'engagent beaucoup plus dans ce travail et ils travaillent beaucoup plus en profondeur, ils approfondissent leurs réflexions quand ils savent qu'ils sont chargés par la suite d'expliquer à d'autres élèves qui n'ont pas travaillé sur la même chose. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par îlot, parfois. Mais c'est extrêmement puissant et ça, alors là, pour le coup, on peut le faire, encore une fois, à tous les niveaux, dans toutes les disciplines. Et c'est un levier extrêmement puissant de motivation et d'approfondissement du travail, pour moi. Oui, ça permet même, l'apprentissage par l'explication d'elle-même fait permettre d'avancer, de conforter un apprentissage profond. Donc, par contre, excusez-moi, par contre, j'imaginais pour une plus grande structure. Alors, nous, ça serait le mieux, ça serait, c'est vrai, parce que c'est une petite structure, c'est une classe maternelle, une classe élémentaire, pourquoi pas, c'est possible, on peut le faire. Après, dans une plus grande structure, ça peut être par cycle, ou même, encore plus grande structure, j'ai du mal, pourquoi pas quand il y a des écoles où il y a 2 CP, 2 C20, déjà ouvrir ces classes et avoir 2 enseignants pour un niveau de classe, déjà, moi je trouve que ça serait formidable. L'équipe que vous formez, Clara et vous, vous avez d'autres idées du même type ? C'est-à-dire que moi, je suis restée sur place. Et moi, justement. Et là, maintenant, quelque part, j'ai une petite frustration parce que, bon, voilà, on a rétabli l'effectif, donc ça, c'est plus positif. Bon, on a eu une fusion donc, avec l'école de Montélimar. Et donc, bon, il y a des choses qui sont restées positives, tout ce qui est la pédagogie, l'autonomie, la manipulation, ça, on est vraiment dedans. On est fusionné donc avec une grande école, mais on a réussi quand même le pari que les familles choisissent. Enfin, les familles qui viennent, ce ne sont pas des familles qui viennent parce que il n'y a plus de place à Montélimar. Ils viennent et ils choisissent la pédagogie de l'école. Donc ça, c'est réussi. Par contre, c'est vrai que donc il y a la classe maternelle. On est en multiniveau, donc on vit quand même quelque chose d'ouvert. Mais après, donc moi j'ai les CP, CE1 et une partie des CE2 parce que voilà, il y a 2 classes quand même fermées et CE2, CM1, CM2. Et là, je suis frustrée, c'est vrai. Et moi, je suis en nouveau challenge parce que je viens de reprendre une double direction, donc avec 2 nouvelles équipes qui sont en train, elles aussi, de se poser des questions sur quelle école pour demain. J'ai même une collègue qui a un blog sur la joie d'apprendre. Donc j'ai de la chance aussi d'avoir déjà des collègues qui sont aussi en démarche. Et donc elles sont déjà au courant de ce qu'on a mis en place. Et donc tout mon challenge aussi, c'est de savoir sur ces 2 écoles, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, parce que je ne veux pas imposer en fait un projet qui a été déjà vécu, mais leur donner aussi des idées, des impulsions. Et c'est aussi aujourd'hui mon objectif, c'est de m'enrichir aussi de nouveaux projets pour qu'ensuite on puisse construire ensemble. Donc j'ai 2 challenges, 2 équipes à mener, et ils ont l'air motivés, parce que j'ai un enseignant, si je l'oublie, ils ont l'air motivés. D'accord. Pour reprendre le propos de votre frère, le but c'est d'organiser une école qui aime tous ses élèves. C'est ça l'idée. C'est ça. Ouais. Et voilà. Et franchement, j'ai envie. Enfin, je remercie mon chef d'établissement de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Et voilà, j'ai envie de dire quand les conditions sont bonnes, il faut y aller, quoi. Enfin, voilà, j'ai envie de passer le flambeau. Merci mesdames pour vos témoignages. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour une 2e table ronde sur le thème de l'éducation et de la pédagogie. Merci, à tout à l'heure. Merci.